Pascal pour cette introduction à nos débats. Alors tout de suite pour commencer, la parole est à Jean-Luc Gallet de AMG France sur les inégalités sociales et pourquoi pas territoriales aussi d'accès à la santé. Vaste programme. Car en effet, quand on parle de ce sujet, par rapport à la question égalité réelle, égalité potentielle, égalité plausible, parce que la question générale, c'est quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour que l'accès aux soins au tarif opposable, l'accès aux soins correctement remboursés, l'accès aux soins coordonnés, l'accès aux soins régulés soit organisé enfin dans notre pays. Je dois vous dire que, en tant que représentant d'AMG France, la particularité de ce syndicat est d'être à la fois un représentant exclusif des médecins généralistes, mais des généralistes sous toutes leurs formes d'exercice, c'est-à-dire majoritairement libéraux, puisque c'est le cas de l'offre médicale en France, mais aussi salariés, remplaçants, avec des statuts nouveaux comme les statuts de collaborateurs. Donc, en un mot, une diversité d'un corps social qui est à la fois connu et méconnu. Connu pour être le patient, connu de sa clientèle, mais assez méconnu sur le plan de sa lisibilité sociale. La particularité de ce syndicat, c'est de ne jamais avoir dissocié les problématiques des professionnels, celles des usagers et de la population, et celles de l'organisation du système. Quand j'ai lu votre programme, les premiers points qu'on peut noter, c'est qu'il s'agit de sujets anciens, de sujets récurrents, de sujets ayant donné lieu à des débats, à des rapports multiples, à des colloques, pour lesquels, quand on regarde le moment où ces questions ont été posées officiellement, c'est il y a plus de 40 ans. Quand un système ne change pas, quand l'homéostasie, quand les forces qui s'exercent se posent sur un système, la question c'est pourquoi. Alors l'intitulé, je me contenterai de quelques commentaires par rapport à la partie santé, en sachant que la santé est une construction sociale qui se construit, suivant la formule, dans la famille, au travail préférentiellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une vision monomaniaque et d'idéalisation de la santé qui laisserait croire que c'est là que se joue l'essentiel. En matière de nouvel âge de l'organisation sociale, vous avez listé un nombre de propositions qui à la fois m'ont rassuré pour certaines d'entre elles, car le diagnostic est exact, il est d'ailleurs ancien, vous reprenez là des données connues. La question qui va se poser, c'est en quoi les solutions se différencient des solutions antérieures. Je pointerai 2 ou 3 éléments qui ont comme caractéristique d'être à la mode actuellement. Vous savez que la mode, c'est ce qui se démode, et c'est des fois problématique. Mais néanmoins, la curiosité du moment, c'est qu'un certain nombre de vos préoccupations et propositions sont communes, je dirais, au gouvernement actuel. C'est-à-dire tout le monde parle d'exercices regroupés, tout le monde parle de coordination, et on peut s'étonner, tout le monde parle de nouveaux modes de rémunération, et on peut se demander en réalité qu'est-ce que les professionnels de la santé attendent du politique, le politique celui qui est actuellement au pouvoir, ou ceux qui souhaitent demain l'exercer. Je prendrai donc par rapport aux questions que vous avez évoquées, qui est l'accès aux soins, deux points particuliers, parce qu'ils me semblent essentiels en matière de structuration. Le premier point, c'est dans l'organisation médicale rénovée, le développement des forfaits. Vous savez que c'est une vieille histoire dans laquelle, on va dire, la gauche n'est pas étrangère, car MG France n'oublie pas que l'option référent, c'est dans ce cadre-là que ça a eu lieu. Elle n'oublie pas non plus que la convention spécifique de médecine générale, c'est aussi dans ce cadre-là. Et en tant que médecin généraliste, en tant que porte-parole, je n'oublie pas que la CMU, c'est aussi à ce moment-là que ça a été organisé. Vous voyez bien que la question de l'accès aux soins est une question centrale quand on parle d'organisation des soins primaires. Et ce point-là est un point essentiel pour MG France, qui est la logique des soins pour tous, de qualité et remboursés et accessibles. Donc, on se trouve dans une modalité où les limites du paiement à l'acte sont connues par tout le monde. Une vraie difficulté, c'est qu'est-ce qu'il en est d'une profession quand on voit que plus de 90% des jeunes générations ne souhaitent pas intégrer ce cadre. C'est une vraie question, car je vous rappelle, pour ceux qui se souviennent un peu de l'histoire, 1929, c'est la charte médicale, et depuis bientôt près d'un siècle, elle imprègne, je dirais, l'idéologie, l'organisation,
à tous les niveaux dans la société, notamment les médecins, mais ce ne sont pas les seuls. Donc nous voilà avec des propositions qui concernent les regroupements, on n'en parlera pas, c'est à la mode. Vous avez vu l'accumulation des rapports Valencien, le rapport Legman de l'Ordre, le rapport d'Elisabeth Hubert, ancienne ministre de la Santé et ex-responsable de la CSMF pour mémoire, qui propose en effet des regroupements et des nouveaux modes de rémunération. Il me semble que ces logiques de forfait sont essentielles car ils créent une rupture dans l'organisation des soins et MG France est un syndicat qui a porté depuis longtemps cette logique de diversification des rémunérations. Mais en termes politiques, il faut se poser la question, quelle est la part respective en réalité dans les revenus des médecins de demain, du paiement à l'acte et des rémunérations forfaitaires ou d'autres rémunérations à inventer. J'ai vu dans votre programme que vous aviez justement ouvert l'éventail des possibilités en liant le médecin traitant et des forfaits, la santé publique et des forfaits, des approches territoriales et des forfaits. Tous ces points-là me semblent en effet des points d'ailleurs qui sont partagés en dehors de ce parti politique ce jour, je le précise. Après la question c'est ce qu'on en fait. Le point du forfait me semble très important dans une logique essentielle pour MG France, c'est l'organisation des soins primaires, ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement la médecine de proximité, pour éviter le terme soins primaires qui conduit naturellement à évoquer de soins secondaires ou tertiaires et de poser clairement la question de la régulation du système. Voilà donc le forfait avec différentes modalités qui est une façon d'avoir des prestations médicales sans avance de frais pour le patient. C'est un point clé. Et sur des thématiques variées. Voilà. Le deuxième point qui me semble important, c'est le tiers payant. Et on a vu, et je vous rappelle que dans l'option référent, une des caractéristiques, c'était l'utilisation du forfait et l'utilisation du tiers payant, associé d'ailleurs à un certain nombre de mesures de santé publique. Le tiers payant est quelque chose qui, historiquement, a toujours été agité comme un chiffon rouge par rapport à l'exercice libéral, pour des raisons variées. Il s'avère que, curieusement, un certain nombre de tenants du libéralisme extrême considèrent que le tiers payant, c'est bon pour la biologie, c'est bon pour la pharmacie, c'est bon pour les actes techniques, mais ça ne serait pas bon pour la médecine générale. Donc on peut s'interroger sur la résistance à l'introduction du tiers payant en médecine générale ou des modalités d'avance de frais. Donc je crois que ces deux points par rapport à la thématique de l'accès aux soins sont deux points essentiels. Je vous rappelle par ailleurs que quand on regarde l'offre de soins, les médecins généralistes sont ceux qui sont géographiquement les plus accessibles, qui ont acquis la diversité de la population, que la diversité de la population vient voir, et qui soignent les plus précaires, à tel point que certains experts curieux ont considéré que certains généralistes étaient spécialisés dans la CMU. Ils ont confondu ceux qui travaillaient dans des régions difficiles, avec de forts taux de chômage et de précarisation, avec un choix professionnel qui est « vous aimez la difficulté et la complexité, tiens, c'est parfait ». Voilà, il me semble que sur l'accès aux soins, sur la non-stigmatisation par contre aussi des dispositifs, parce qu'on a eu la tentation parfois de développer des dispositifs spécifiques pour populations précaires, avec des modes de stigmatisation. Je rappelle à ce sujet, dans l'accès aux soins, que malgré les désordres constatés dans les refus des CMU, je vous rappelle que les études montrent que moins de 2% des médecins de secteur 2 se livrent à ce genre d'exercice. Voilà, donc c'était quelques rappels de données sur le fait qu'en tout cas, MG France, en tant que syndicat, a toujours débattu sur ces sujets en étant à l'époque bien avant innovant, et nous continuerons à l'être. Merci beaucoup pour cette contribution centrale, évidemment, sur la question de l'accès aux soins. Cette table ronde étant consacrée à l'égalité réelle au quotidien, comme l'a introduit Pascal, évidemment, c'est bien plus que l'essentiel accès aux soins. Et c'est pour ça que nous avons souhaité inviter avec nous aujourd'hui François Durper, qui est historien et co-auteur de l'appel pour une République multiculturelle et post-raciale. Alors je vous laisse tout de suite la parole.
Merci. En 1956, Aimé Césaire quittait le Parti communiste et dans une lettre à Maurice Thorez, il expliquait pourquoi. Où est mon malheureux pays, la Martinique, dans votre idéologie, dans vos programmes, dans vos préoccupations? Derrière cette interrogation, il y avait toute la question de l'identité qu'il jugeait insuffisamment traitée par la gauche. Pour Césaire, l'oppression n'était pas seulement de nature socio-économique. À côté, il y avait d'autres formes de discrimination, et c'est là une question essentielle pour la gauche. Peut-elle choisir les inégalités qu'elle combat? Car aujourd'hui, lorsque vous parlez de discrimination raciste, il y a certains de nos camarades nous disent « vous racialisez une question sociale, tout racisme est un racisme social ». On est en droit de retourner l'argument. Lorsque on parle de discrimination à l'embauche ou de plafond de verre dans une entreprise et qu'on répond école et qu'on répond exclusivement nombre de boursiers, on peut dire qu'il y a dilution de la question des discriminations dans la question sociale. La vérité, c'est qu'il faut traiter les deux. Et c'est en cela que le texte proposé aujourd'hui est fondamental et c'est une révolution copernicienne pour la gauche. Parce qu'en autonomisant la question de la discrimination, nous faisons aujourd'hui entrer la gauche et son combat pour l'égalité dans une ère pluridimensionnelle. Quel est l'enjeu? Si après 2012, vainqueur, nous lançons une grande politique sociale sans avoir en amont éradiqué les discriminations, eh bien nous allons dépenser à perte. Car il y a deux réalités. La difficulté plus grande à obtenir un diplôme lorsque vous êtes pauvre, et là cela exige une politique sociale d'envergure, on doit parler d'école, de logement, de nombre de bourses pour assurer une chance à tous d'obtenir un diplôme, mais il y a l'autre réalité. À même diplôme, lorsque vous êtes un garçon noir, arabe, issu d'un quartier, eh bien vous avez 2 fois moins de chances d'obtenir un emploi. Donc, avant de dépenser l'argent du contribuable pour réparer l'ascenseur social, il faut en amont s'assurer, par des dispositifs qui ne coûtent rien, que l'ascenseur s'ouvre sur un étage qui soit ouvert pour tout le monde. Alors, quelle politique de lutte contre les discriminations? La logique est là différente. L'antiracisme implique peut-être de ne pas voir la couleur de peau. C'est la fameuse phrase « que tu sois noir, blanc ou vert, je ne vois pas ta couleur ». Mais la lutte contre la discrimination, en revanche, implique de pouvoir nommer ceux qui discriminent, couleur, patronyme ou quartier. Comme on ne lutte pas contre le chômage sans statistiques sur le chômage, on ne luttera pas contre la discrimination raciste sans statistiques de diversité, car si la couleur est un élément de l'exclusion et ne sert pas de mesure à l'inclusion, toutes nos politiques publiques échoueront. Enfin, la question de la discrimination. Si elle n'est pas traitée, eh bien nous avons tout à perdre pour notre pays, car nous allons bâtir la France de demain en nous amputant de la majorité de nos enfants. Nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Novembre 2005, quand en France on ne résout pas la question de l'égalité, ça se termine en révolte, ça se termine en révolution. François Furet disait « Les Français, c'est le peuple de l'égalité ». Et oui, derrière un noir discriminé, contrôlé au faciès, une femme battue ou une personne handicapée mise à l'écart, il y a l'ensemble de nos liens, il y a l'ensemble de notre République. Donc, au-delà de mesures concrètes antidiscriminatoires et à mettre en œuvre urgemment, c'est une vision de la France qu'il faut proposer aux Français, replier sur leurs identités particulières, leur proposer un lien commun, et nous avons tout à gagner à libérer ces énergies issues de nos différences. 2012 sera l'année de l'élection, mais 2012 sera également l'anniversaire du Front National, 1972, les 40 ans du Front National. Et nous nous sommes trompés en ressassant que ce parti était méchant, au lieu de dire qu'il avait tort, que notre identité n'est pas une stabilité figée autour d'une seule couleur, d'une seule religion et d'un panthéon appris à l'école de 10 héros nationaux. Que le fait que nos ancêtres ne soient pas seulement des Gaulois nous rend plus forts, plus imaginatifs sur la scène internationale. Que nos ancêtres sont bien ceux qui, en août 1789, ont déclaré que nous étions libres et demeurions libres et égaux en droit, qui ont déclaré ces principes, mais que nos ancêtres sont aussi les nègres marrons, qui en 1791 sont sortis des plantations, ont lutté contre l'esclavage et donc ont donné corps à l'universel de ces principes qui fondent notre République. Et que donc, noirs et blancs, aujourd'hui, nous avons des ancêtres communs. Ces ancêtres communs nous imposent ce projet collectif pour l'avenir, le plus beau et le plus impératif, rendre l'égalité réelle.
Merci beaucoup François Durper. Alors juste avant de laisser la parole à Rokhaya Diallo, qui est fondatrice de l'association Les Indivisibles, deux petites choses sur lesquelles j'appelle votre attention. La première, et sachez que je suis capable de citer des noms puisque avec mes lunettes je vois bien. Nous vous invitons vraiment très fermement à respecter les conditions d'écoute et de travail de cette table ronde. Pour deux raisons. La première, parce que tout simplement pour pouvoir travailler ensemble, il faut pouvoir s'entendre. Et ensuite parce que cette convention nationale qui acte d'un vrai nouveau regard sur les questions de handicap, eh ben, elle invite à assister à nos travaux un certain nombre de personnes qui, comme vous peut-être, entendent peut-être mal. Eh bien, ces personnes-là sont encore plus sensibles au brouhaha qui gêne de fait, du coup, fortement tout le monde. Donc les conversations privées ne sont pas interdites, elles sont juste invitées très fermement à se tenir dehors. Voilà, donc merci beaucoup pour cette attitude responsable. Deuxième petite chose, peut-être pourrions-nous avoir, Valerio, un petit point sur l'investissement des internautes sur Internet dans la préparation de ces débats. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir ? Oui, tout à fait, Charlotte. On a effectivement eu un certain nombre de débats sur la coopole, de la même manière que ça avait été le cas sur l'éducation, sur ces thématiques. À la différence des thématiques qu'on avait vues ce matin, où il y avait une grande homogénéité et des propositions qui apparaissaient vraiment beaucoup plus hautes que les autres dans les votes des internautes, à l'exception de deux mesures qui se détachent très nettement, c'est-à-dire le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers non communautaires aux élections locales, l'égalité d'accès au mariage et à l'adoption pour les couples de même sexe, les internautes ont beaucoup plus réparti leur voix sur différentes mesures, ce qui montre vraiment que c'est une offensive avec beaucoup de mesures et de dispositions qui est soutenue par les militants qui ont contribué sur tous ces débats. Il y a également eu beaucoup de tweets d'ores et déjà sur la question la rémunération des médecins, sur lequel il y a vraiment une attente de s'appuyer sur les usagers, également de travailler avec les professionnels de santé pour avancer vers un système de santé différent. Merci beaucoup. Alors j'en profite pour inviter l'ensemble de nos amis ici présents qui ne sont pas encore inscrits sur la COPOL pour le faire. C'est un outil de travail précieux pour chacun d'entre nous, pour nous tous, pour construire le projet de demain. Alors tout de suite, la parole est à Rokhaya Diallo, fondatrice donc, de l'association Les Indivisibles. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais m'exprimer également sur les discriminations ethno-raciales comme François Durper, en commençant par dire que je fais partie de la génération qui a été extrêmement déçue par le Parti socialiste sur ces questions-là. Ce sont des questions dont on estime qu'elles sont centrales à gauche et qui, pour le coup, ont été traitées de manière assez décevante. Je crois que pour commencer, par le passé, je crois que pour commencer, avant, effectivement, c'est très important que cette Convention pour l'égalité mentionne de manière explicite les discriminations ethno-raciales parce qu'elles sont vraiment au cœur des problématiques qui touchent notamment les personnes de ma génération. Le PS, je crois, pour commencer, doit faire preuve d'exemplarité avant de traiter les questions qui concernent la société. Il doit traiter les questions qui le concernent en interne. Exemplarité, ça signifie crédibilité. Et la crédibilité ne naîtra que si le PS, lors de sa campagne, et s'il est amené à gouverner, présente une équipe qui soit conforme à la réalité française dans toute sa diversité et dans toutes ses composantes. Et je parle de réalité et non pas de diversité. Que tous les Français soient à même de se reconnaître dans un parti qui prône l'égalité réelle. La deuxième chose, merci. La deuxième chose, c'est que les préjugés s'expriment, effectivement, on a cité tout à l'heure Brice Hortefeux qui avait été condamné pour injure raciste, mais il est arrivé que dans vos rangs, des préjugés, des propos racistes s'expriment. Je crois que c'est le rôle de votre parti de les condamner de manière ferme, explicite et définitive. J'ai le souvenir d'avoir avec mon association, d'avoir épinglé les propos d'un maire qui déplorait le manque de blancs dans sa ville. Je crois que ce sont le genre de propos qui doivent mériter une sanction. Une fois les choses mises au point en interne, une fois l'introspection faite, je pense qu'on peut effectivement démarrer un travail sur le reste de la société. Donc pour en revenir à votre convention, que je trouve effectivement très intéressante, j'ai l'impression qu'il y a quand même
un manque, une question qui a été, en tout cas sur les feux de la rampe ces dernières années, c'est la question de la laïcité. C'est une question qui est centrale, qui est importante, mais dont j'ai le sentiment qu'elle n'a été évoquée que pour viser une certaine partie de la population. Or, la laïcité, si elle est un principe de séparation entre l'État et la religion, c'est surtout un principe d'égalité et pas un principe d'interdiction. C'est un principe qui doit permettre à toutes les minorités religieuses de s'exprimer, à tous les Français, qu'ils soient croyants ou non croyants, de se sentir comme appartenant à la nation française et comme étant protégés par cette laïcité. Mon association s'appelle Les Indivisibles parce que la France se dit laïque et indivisible. Cette laïcité ne doit pas diviser, mais rassembler et garantir à tous la protection d'exercer une foi ou de ne pas l'exercer, fût-elle minoritaire. Je crois que c'est important de réaffirmer. Parmi les mesures que vous évoquez, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur. Je suis co-auteur avec François Durper de l'appel pour une République multiculturelle et post-raciale, dans lequel figuraient 100 propositions émises par 100 personnes issues de la société civile ou de la politique. Il y en a une qui concerne les contrôles, des contrôles d'identité exercés par des policiers. Nous sommes dans un pays où les dernières révoltes qui ont éclaté dans les quartiers urbains, dans les quartiers sensibles, ont éclaté suite à des bavures policières. La question du rapport des citoyens à la police est fondamentale. Cette mesure, qui a été reprise dans vos textes, c'est une mesure qui est la résultante du fait qu'en France, quand on est noir ou quand on est arabe, on a 6 à 8 fois plus de chances d'être contrôlé par un policier de manière injustifiée. Cette mesure est simple. Il s'agirait simplement que les policiers qui contrôlent les citoyens leur remettent une attestation qui motive le contrôle et qui donne un matricule du policier. C'est un moyen pour les citoyens qui se sentent harcelés de prouver qu'ils le sont. C'est un moyen de sanctionner les abus lorsqu'ils sont effectués par les policiers et c'est surtout un moyen de protéger les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, puisque c'est un moyen de leur permettre de se concentrer sur l'essentiel qui n'est pas de poursuivre une politique du chiffre et de harceler ce qui ressemble le plus à ce qu'on appelle des étrangers. Et cette mesure, je crois qu'elle doit être portée. Elle a été expérimentée aux États-Unis et elle est aussi expérimentée en Espagne. Enfin, pour terminer, puisque nous n'avons que 5 minutes chacun sur cette question-là, je crois que pendant très très longtemps, on a considéré que les populations issues de l'immigration, que les enfants d'immigrés étaient des électeurs naturels de la gauche. Nicolas Sarkozy, par un simple coloriage, a montré qu'il pouvait brouiller les cartes. Il a fait ce qu'on attendait depuis très longtemps du Parti socialiste en nommant dans un gouvernement des gens non blancs. Aujourd'hui, vous êtes en campagne, vous devez apporter la preuve que ces questions ne sont pas des questions périphériques, que vous n'êtes pas antiraciste simplement par principe, mais que c'est une question qui pour vous est centrale. Et cela, vous devez le prouver non seulement en vous questionnant en interne, mais par ailleurs en portant au plus haut les mesures que vous proposez dans cette Convention pour l'égalité. Merci beaucoup.